Qu'est-ce que le compte courant d'associé? Le compte courant d'associé, c'est un compte qui apparaît dans les sociétés civiles ou commerciales et qui n'a pas de définition légale. Il s'agit d'un compte comptable qui enregistre tous les mouvements financiers entre un associé et une société. Dans le grand livre de la société, on le trouve dans le compte 455. Chaque associé dispose de son propre compte courant d'associé. Ce compte courant d'associé, c'est bien une écriture comptable d'une dette court terme entre un associé et la société elle-même. Il s'agit d'un contrat tacite entre un associé et la société et le compte courant retrace l'ensemble des relations financières qui ont lieu entre chaque associé et la société. Le compte courant n'est pas lié aux parts sociales. Il est lié au fait d'être associé de la structure. Si un compte courant d'associé est créditeur, c'est que la société doit de l'argent à l'associé. Si le compte courant d'associé est débiteur, c'est le contraire, l'associé doit de l'argent à la société et il apparaît à l'actif du bilan de la structure. Selon les règles statutaires de la société ou alors selon son régime fiscal, il peut être interdit d'avoir un compte courant d'associé débiteur. Alors, à la création de la société, on parle parfois d'un apport en compte courant d'associé lorsque l'exploitant individuel apporte ses outils d'exploitation à une société. Il en apporte une partie en capital social, en contrepartie, il va avoir des parts sociales dans la société qui est créée. Et puis le reste, puisque en général l'exploitant n'apporte pas tout l'ensemble de son matériel, son outil d'exploitation à la société en capital, donc le reste va être apporté en compte courant d'associé. Donc c'est un terme un petit peu abusif qui correspond en réalité à une simple facture de vente de ces autres matériels, cheptel, stock, avances-en-terre, vers la société. Et s'il ne s'en fait pas payer de suite, eh bien ce montant sera inscrit au crédit de son compte courant d'associé. Eh bien, comptablement, c'est une dette qui est enregistrée sur ce compte. Donc à la création de la société, votre juriste va déclarer aux impôts l'ouverture du compte courant d'associé en faisant la même déclaration qu'un contrat de prêt, donc un CERFA 2062, qu'on fait enregistrer aux impôts pour simplement déclarer le fait qu'il va y avoir un compte comme ça qui va enregistrer les mouvements financiers de l'un vers l'autre et donc un contrat de prêt de l'un vers l'autre. Vous nous demandez souvent l'intérêt d'avoir un gros capital social ou un gros compte courant d'associé à la création de la société. Mais en fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Juridiquement, il faut simplement respecter le capital social minimum qui est en fonction de la forme juridique qui est choisie. Donc voilà, par exemple sur une EARL, c'est minimum 7 500 € à mettre en capital social. À partir du moment où on aura réalisé cet apport en capital social qui est fait, lui, pour être plus durable, en fait, rester en capital, on va pouvoir mettre la différence de nos apports sur le compte courant d'associé. L'apport en capital social, c'est un vrai engagement puisque c'est durable. Et puis après, la responsabilité limitée dans le GAEC et dans le EARL sur les sociétés agricoles est proportionnelle, dépend en fait de ce qu'on a apporté initialement en capital social. Donc effectivement, on va regarder ces éléments-là. Mais sachant que de toute façon la banque d'un point de vue garantie ira chercher plus loin que simplement le montant du capital social. Fiscalement, il est parfois opportun d'apporter tout un ensemble de l'outil de travail, matériel cheptel, en capital social pour faire suivre des engagements et ne pas avoir trop d'impact sur la cessation d'activité de l'exploitant individuel. Ce qui fait que parfois, dans des structures, on a un gros montant de capital social. De la même manière, parfois, on est obligé d'apporter en capital social des créances d'indemnisation pour amélioration du bien loué. Lorsque l'on a, par exemple, construit un bâtiment d'exploitation sur un bien loué ou réalisé un drainage. Donc là, on l'apportera forcément en capital social et on aura des parts en contrepartie, ce qui peut faire effectivement un bon montant.
Sur le montant du capital social, petit ou gros, et compte courant d'associé petit ou gros, on a tendance à dire qu'un associé en plein développement d'activité va trouver un avantage d'avoir un gros compte courant d'associé qui lui permettra d'avoir de la souplesse sur les prélèvements sur la structure et la possibilité de réaliser un refinancement bancaire en compte courant d'associé pour avoir de la trésorerie à titre privé. Par contre, un associé qui se rapproche de la retraite va lui, par contre, être plutôt dans une stratégie de transmission à ses enfants ou de vente de parts sociales. Et donc, on va plutôt être sur une tendance à vouloir réduire le compte courant d'associé et le transformer en capital social, en parts sociales qui seront plus facilement transmissibles. Au cours de la vie de la société, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui va valider l'évolution annuelle des comptes courants d'associés. Donc sur une année normale, viendront au début du compte courant d'associés les prélèvements de trésorerie en rémunération du travail, le règlement par la société des cotisations sociales de l'associé, qui restent des cotisations qui sont personnelles, donc si la société l'avance, ça viendra en moins du compte courant d'associés, et puis tout ce qui va être autoconsommation de produits de l'exploitation viendra au début du compte courant d'associés. De l'autre côté, au crédit, viendront sa rémunération mensuelle en tant qu'associé exploitant, qui a été fixée en assemblée générale, le fermage pour ses terres en propriété qu'il loue ou qu'il met à la disposition de la société s'il n'en prélève pas immédiatement le montant, la trésorerie personnelle qu'il va réinjecter dans la société pour faire un fonds de trésorerie temporaire sur la structure. Et puis bien sûr, sa quote-part de résultat de l'exercice précédent. Au moment de l'Assemblée générale, la distribution du résultat va venir au crédit du compte courant d'associé si c'est un résultat bénéficiaire. Alors comment est-ce qu'on peut rendre plus durable cette créance ? Pour la rendre moins liquide, cette créance de compte courant d'associé, il est possible de convenir d'une convention de blocage du compte courant d'associé. Il est aussi possible de prévoir une rémunération de cette créance en y mettant un intérêt. Alors il y a des taux d'intérêt maximaux déductibles qui sont fixés par trimestre. Par exemple, pour la fin de l'année 2020, c'était 1,20% d'intérêt déductible maximum sur ce compte courant d'associé. Il faut alors réaliser un écrit qui encadre les règles de rémunération, le taux, la durée, l'enregistrer et puis faire une déclaration annuelle diffus, imprimée fiscale unique par la société et incorporer les intérêts en revenus de capitaux mobiliers sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc un peu de formalisme à respecter si on part dans cette démarche de blocage et de rémunération de comptes courants d'associés. Il est aussi possible de prévoir un échelonnement en fait, du règlement de ce compte courant d'associé, avec ou sans taux d'intérêt. Ce qui fait qu'on va transformer en fait, ce compte courant d'associé qui est en dette court terme sur une dette de plus long terme, enfin moyen terme. Il est aussi possible de réaliser une augmentation de capital social par incorporation, par intégration d'une partie du montant du compte courant d'associé. Voilà, on va réévaluer la valeur des parts sociales et en fonction de cette réévaluation, on va voir combien est-ce que de comptes courants d'associés on passe en capital social, on divise par la valeur des parts sociales et on obtient un nombre de parts, donc avec potentiellement une prime d'émission au passage, étant donné qu'on aura créé des parts à la valeur nominale, la différence ira en prime d'émission. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, sinon, si on ne fait pas cette stratégie de blocage ou d'incorporation en capital social, le compte courant d'associé est bien une dette court terme qui est exigible dès la demande de l'associé. Alors évidemment, on pense au décès, divorce, mésentente, dissolution qui vont conduire à rendre exigible par l'associé ou par ses ayants droit tout ou partie de son compte courant d'associé. Donc si un associé réclame le montant qui lui est dû à la société pourra, elle, réaliser un emprunt bancaire en refinancement de compte courant d'associé pour lui régler. En cas de dissolution, les comptes courants d'associés doivent être réglés avec la trésorerie liée à la vente des actifs de la structure avant de réaliser le partage du boni. Il est possible de donner son compte courant d'associé.
Donc effectivement, on va le donner sur la base du montant nominal, ce qui est inscrit en comptabilité. Et on déclarera aux impôts sur un formulaire de don manuel. On donne de l'argent qui est inscrit sur un compte comptable au sein d'une comptabilité d'une société. Si on veut par contre utiliser l'abattement spécifique lié aux dons de sommes d'argent, aux dons familiaux de sommes d'argent, c'est l'article 790G du Code général des impôts, il faut à ce moment-là le transformer en euros vraiment, enfin en argent liquide, et donc réaliser des virements bancaires par l'intermédiaire des comptes privés des associés. Donc c'est une opération qu'on appelle clic-clac, c'est-à-dire que lorsque les parents sont associés de la société, les parents vont prélever sur la société le montant qu'on veut donner. On peut partir sur 30 000 euros puisque l'abattement est à 31 865 euros. Eh bien, si les parents prélèvent sur leur compte privé 30 000 euros issus du compte bancaire de la société, qu'ils donnent ces 30 000 euros sur le compte privé de leur enfant qui est associé avec eux et que leur enfant le réinjecte dans la société, ces 30 000 euros. Donc la société aura juste 30 000 euros en moins le temps d'un instant de faire tourner l'argent et qu'il revienne. Et au passage, on a une déclaration de don familial de somme d'argent exonérée avec cet abattement spécifique supplémentaire. Avec une simple déclaration de don manuel. Alors, il est aussi possible de vendre son compte courant d'associé. Il s'agit d'une cession de créance. La vente des parts sociales, il faut bien le retenir, n'emporte pas automatiquement la vente du compte courant d'associé, c'est bien dissocié. Les droits de l'associé sur les parts sociales ne sont pas liés avec les droits de l'associé sortant, créancier, sur le compte courant d'associé. Donc, si on veut vendre le compte courant d'associé, cette cession de créance devra avoir lieu avec un écrit et avec l'intervention à l'acte de la société, donc de son gérant qui la représentera, pour y consentir. Ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, ce prix de cession de créance va bien être le même montant que la valeur nominale inscrite dans les comptes comptables de la société. Mais en réalité, on a aussi la possibilité de négocier ce prix de rachat du compte courant d'associé pour une valeur inférieure à la valeur inscrite en compte comptable. Puisqu'effectivement, légitimement, d'un point de vue économique, on sait que notre acheteur ne va certainement pas pouvoir s'en faire régler le montant immédiatement, qu'il y a quand même une incertitude à son règlement en cas de difficulté économique sur la structure. Et puis, souvent, ce compte courant d'associé n'est pas rémunéré et donc s'il existe de l'inflation, en réalité, il va pouvoir perdre de l'argent au passage. Donc, gardez en tête cette possibilité de négocier le montant du compte courant d'associé pour un montant inférieur à sa valeur inscrite en compte. On pense aussi souvent qu'on peut facilement abandonner son compte courant d'associé. En fait, c'est une mauvaise idée d'un point de vue fiscal. L'abandon de créance crée pour la société un profit exceptionnel qui est imposable, donc qui va rentrer dans la clôture des comptes pour les associés, dans leurs bénéfices agricoles si on est sur une société agricole à l'impôt sur le revenu, et qui va donc créer un profit exceptionnel imposé et qui va aussi rentrer dans leur assiette de cotisation sociale. D'autre part, on pourrait considérer aussi que l'abandon de créance, s'il n'est pas justifié par des difficultés financières particulières de la société, que ça correspond en fait à une donation. Et donc appliquer un droit de donation entre tierces personnes à hauteur de 60%. Alors, en cas de divorce ou en cas de décès, il est important de voir où est-ce qu'on en est lorsqu'on a un compte courant d'associé qui est commun entre deux époux. S'il n'a pas été distingué des fonds propres, des fonds communs d'un compte courant d'associé, après son mariage, lors de la dissolution du mariage, c'est-à-dire soit au décès, soit au divorce, il faut aller faire des fouilles pour retrouver quel était le montant qui était du bien propre avant le mariage, inscrit en compte courant d'associé, et après le mariage, bien commun en fonction du régime matrimonial, si c'est de la communauté de biens réduite aux acquits, ou de la participation aux acquits d'ailleurs. Si les biens propres de l'associé n'ont pas été marqués,
le conjoint pourra prétendre à la moitié du tout, la moitié du montant qui est inscrit dans le compte courant d'associé qui appartient en communauté aux deux époux. D'ailleurs, il faut retenir aussi que même si c'est un seul époux commun en bien qui est associé d'une société, son compte courant d'associé, d'un point de vue patrimonial, appartient à la communauté. Donc on est bien sur un bien de communauté qui devra être partagé dans un cas de décès ou de divorce en donnant des droits aux conjoints non associés. Alors retenez aussi que le compte courant d'associé débiteur est interdit dans toutes les sociétés commerciales et les sociétés qui soient à l'impôt sur les sociétés. Voilà, dans les sociétés commerciales de type SARL, SAS, SNC, le compte courant d'associé ne peut pas être débiteur. On considérera que le prélèvement par un associé de plus de trésorerie que ces droits qui sont inscrits en compte courant engendre la nullité des actes qui l'ont rendu débiteur, qui ont rendu ce compte courant débiteur. Et ça engage aussi sa responsabilité de dirigeant. Ça constitue un abus de biens sociaux. Donc l'abus de bien social, c'est un délit pénal passible d'emprisonnement, 5 ans d'emprisonnement, et puis une amende, 375 000 €. Donc le compte courant d'associé débiteur, c'est aussi interdit pour les sociétés qui sont soumises au régime de l'impôt sur les sociétés, parce que sinon on considérerait que c'est une distribution occulte de dividendes. Donc pour y remédier, il est possible de formaliser par écrit un contrat de prêt de la société au bénéfice de l'associé. Alors peut-être qu'il ne sera pas dirigeant dans ce cadre-là, et puis ce sera vraiment justifié d'un point de vue économique, et limité dans le temps, limité dans le montant, etc. On prendra vraiment toutes les précautions d'usage par rapport à ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est de garder en tête qu'on doit aussi suivre les comptes courants d'associés au sein des sociétés foncières, que ce soit une SCI, un GFA, un GFR. On a l'obligation de tenir une comptabilité de la société et de réaliser des assemblées générales annuelles et de bien suivre le montant de ces comptes courants d'associés aussi. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces sociétés-là où on a un problème de règlement de fermage de l'exploitant vers la société et de distribution du résultat, de partage du résultat. On ne suit pas ces comptes courants d'associés, et pour autant parfois on voit des SCI où en fait les associés vont apporter de la trésorerie pour financer l'emprunt bancaire parce que la SCI a acheté un bien immeuble et n'a pas des loyers qui permettent de faire face à ce montant, et donc les associés réinjectent au fur et à mesure de la trésorerie, et donc ça vient bien en plus de leurs droits dans la structure. Donc si c'est les parents qui ont cette démarche là, il faut bien se rappeler que c'est de l'argent qui est avancé, qui est tracé, qui n'est pas perdu et qui leur sera dû par les enfants au moment de leur sortie de société ou au plus tard au moment de leur décès. Donc de bien suivre ces comptes courants d'associés même sur des sociétés immobilière, c'est très important. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'Assemblée générale ordinaire de clôture des comptes permet de valider avec les associés l'évolution de leurs droits financiers dans la société et d'anticiper toutes les situations de rupture, d'être bien conscient du montant des droits de chacun des associés. Alors, en synthèse, qu'est-ce que c'est qu'un compte courant d'associés ? C'est bien un compte qui apparaît dans la comptabilité de la société pour chacun des associés et qui retrace l'évolution financière des droits de chacun des associés.